Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes meilleures lectures de 2024. Alors, j'ai pas fait de classement parce qu'honnêtement, c'est un peu casse-tête pour moi de faire un classement de la première place à je ne sais combien de places. Et j'ai juste pris toutes les meilleures lectures, donc en général les 5 étoiles et celles qui me restent en tête. J'ai pas fait de top 10 ou de top 24, etc. J'ai vraiment pris. Voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai vraiment pris mes meilleures lectures et puis je vais vous présenter ça un peu dans le désordre. Voilà, c'est pas dans l'ordre de lecture, c'est pas dans l'ordre de préférence. Voilà, je voulais pas trop compliquer les choses. Voilà, je vais vous prendre dans l'ordre où je les ai écrits en fait sur mon petit cahier et puis je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc le premier d'ailleurs, c'est ma première lecture de 2024, c'était Le Démon Blanc, donc c'est le 3e tome de la saga Le Dévoreur de Soleil de Christopher Ryokyo. Donc c'est de la SF, c'est Rémi de l'encre de la magie qui m'avait donné envie de le lire et j'ai lu le 3e tome du coup, c'était parce qu'en fait je crois que pour le 1er, 2e et 3e tome il a fait des LC sur le Discord. Alors là je sais pas si pour le 4e c'est prévu, en tout cas je me suis pas encore procuré, mais voilà, j'ai adoré. Alors c'est vrai que comme je disais pour le 1er tome, je vais pas vous spoiler, mais en fait on suit donc Adrian qui est un comment dirais-je, un humain amélioré par des modifications génétiques et en fait on sait déjà dès le début, comme le titre de la saga s'intitule Le Dévoreur de Soleil, qu'il va un peu faire disparaître des soleils, mais et ce qui est bien en fait avec Ryokyo, c'est qu'en fait tout au long de la saga, en fait il y a des mentions de choses qui se passent dans le futur, mais en fait la question c'est de savoir comment on fait pour passer de point A au point B, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait il nous tease sur ce qui va se passer ensuite, mais on sait pas en fait, la curiosité c'est comment ça va se passer en fait pour en arriver là. Et donc de base il est censé il va être exilé. Et en fait, c'est un peu compliqué de résumer parce que je sais plus ce qui se passe dans le 1er ou le 2e tome ou le 3e tome, mais en fait c'est vraiment une histoire de conquête, de pouvoir, vous avez aussi cette found family, vous avez même une histoire de gladiateur à un moment donné, vous avez cette conquête spatiale, vous avez ces complots politiques, il y en a pas mal d'ailleurs, de trahison, de secrets, mais je crois que le 3e tome est plus dans l'action, et dans le 2e tome on voyait beaucoup plus le côté intrigue politique, manipulation, voilà, pour en fait obtenir ce qu'on veut, etc. Et vous avez Adrian qui est au milieu de tout ça, et c'était hyper intéressant parce qu'il est hyper humain en soi, et malgré ses capacités un petit peu plus élevées que la moyenne. Et il va rencontrer des personnes qui vont un peu devenir sa famille, parce que sa famille l'a un peu rejeté. Et voilà, moi j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 4, surtout que le 3 il m'avait fait froid dans le dos, et j'avais adoré. C'était j'avais eu des frissons, c'était quelque chose d'assez impressionnant, je trouve, vraiment la lecture, surtout qu'il y a des scènes assez épiques aussi, enfin vous avez vraiment de tout. C'est un peu tout ce que j'aime en fantasy, mais là dans la science-fiction, donc voilà, si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, je vous recommande. Ensuite j'ai lu The Undertaking of Art and Mercy, qui est du coup le 1er tome d'une saga, même si en fait chaque tome est un tome compagnon en fait, donc qui suit un couple de personnages différents, mais qui se passe dans le même univers où on retrouve forcément les anciens personnages. Et donc Art est en fait garde frontière, parce qu'en fait au niveau de la frontière de cet univers, enfin de ce pays, mais je suis pas sûre que ce soit un pays, il y a des sortes de zombies, en fait en fait, quand les morts ne sont pas bien embaumés, etc., préparés, etc., les esprits vont dans d'autres corps et ça fait des sortes de zombies. Bref. Et à part ça, même Mercy, donc elle travaille dans les pompes funèbres, donc c'est elle qui s'occupe des corps, etc. Et Art, c'est celui qui aussi s'occupe à ramener les morts en fait pour qu'elle fasse son travail en fait. Et depuis le début, en fait, ils se détestent cordialement, voilà. Et à un moment donné, Art va se sentir seul et il va écrire une lettre qu'il va poster sans nom, ni adresse, etc., qui va atterrir chez Mercy. Et du coup, il va y avoir des échanges comme ça, sauf que ni l'un ni l'autre ne sait que l'autre, c'est la personne qu'ils détestent entre guillemets, et voilà, ils vont s'ouvrir, et du coup forcément en fait ils vont développer des sentiments à travers ces écrits.
Mais voilà, on a un univers assez original, comme je vous disais déjà le cadre, voilà, les pompes funèbres, les zombies, etc. Mais ça s'appelle pas des zombies, mais voilà, c'est un peu le genre. Et vous avez aussi des animaux qui parlent. Vous avez un animal qui fait office de facteur. Enfin voilà, c'est vraiment décalé, original, drôle, et vous avez quand même des moments d'émotion. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je le recommande en tout cas pour ceux qui aiment un peu les univers un peu décalés. D'ailleurs, je suis en train de me dire que Nettle and Bone, c'est un roman qui me donne les mêmes vibes, en tout cas en lisant le résumé, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, donc j'ai hâte de le lire. Donc voilà, je vous recommande, surtout que là j'ai le deuxième tome qui est The Underwinding of Frank and Twyla, donc Frank and Twyla, je crois. Ce sont deux personnages qu'on rencontre brièvement dans le premier tome. Donc voilà, j'ai hâte aussi de lire la suite. Ensuite, et là c'était une grosse surprise, c'est La voleuse de toit de Laure d'Argelos, donc c'est un roman francophone. Et j'avoue, je m'attendais pas du tout à aimer. Je savais que c'était du young adult, je pense que ça doit être du young adult, mais honnêtement je pensais que c'était assez classique, et en fait l'histoire prend une tournure vraiment intéressante et vraiment originale. Donc en fait je ne sais plus le nom de la jeune fille parce que ce roman je l'ai lu en début d'année, qui est du coup dans la noblesse, je dirais, et en fait la nuit elle se transforme, et voilà, elle parcourt les toits et elle vole en fait pour faire justice, en fait, tout simplement. Et elle va rencontrer un jeune homme qui va un peu chambouler sa vie, et on va découvrir qu'il y a une rébellion forcément qui menace, on va dire, toute la communauté de la noblesse en fait. Et il y a un homme qui gouverne, c'est une sorte de monarque qui gouverne, qui a toujours un masque et on ne sait pas qui c'est, mais en fait il gouverne sous la peur, la menace, etc. Donc en fait il garde les riches riches et les pauvres pauvres, d'où la rébellion. Et surtout à un moment donné dans le roman, l'histoire prend une toute autre tournure, on a un renversement de situation, et on part sur vraiment une toute autre destination qui n'a rien à voir en fait avec le résumé. Voilà, je vous en dis pas plus, que c'est franchement, il faut le découvrir, mais j'ai adoré cette tournure d'événements, et les personnages sont hyper attachants. J'ai presque lâché ma petite larme à un moment donné. C'était hyper prenant, honnêtement j'arrivais pas à m'arrêter. Pourtant c'est un petit pavé, je crois qu'il fait 500 pages ou quelque chose comme ça, et voilà, donc je vous le conseille vraiment. Et puis surtout qu'elle a fait d'autres romans peut-être plus jeunesse. Là La voleuse de toit c'est chez Rivka, mais je crois que de base c'était en auto-édition. Donc pour vous dire, souvent quand les maisons d'édition reprennent, c'est que ça a eu un certain succès avant. Donc voilà, moi je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai lu The Blood Traitor de Lynette Noni, qui est du coup le tome 3 de la saga, je ne sais plus comment ça s'appelle, The Prison Healer, voilà. C'est une saga young adult où en fait on suit Kiva, je crois qu'elle s'appelle, qui est emprisonnée avec son père dans une prison, je crois que c'est en sous-sol. Et en fait parce que son père a été décrété comme traître, sauf qu'elle n'a pas voulu le lâcher, et donc ils ont été enfermés tous les deux, et elle du coup elle a survécu parce que son père est décédé en prison, et elle est médecin de la prison entre guillemets, donc elle guérit, elle soigne, etc. Et c'est pour ça qu'elle a une place un peu privilégiée, même si elle a des mauvais traitements aussi. Et un jour va arriver du coup le corps de la reine rebelle, je crois, et tout le monde lui demande, en tout cas l'autorité lui demande de la garder en vie pour qu'elle passe les épreuves. Donc vous avez des épreuves qui sont assez mortelles, et en fait c'est un peu une condamnation pour la reine rebelle, parce qu'elle est dans un mauvais état et qu'elle ne peut pas le faire, donc elle va prendre sa place, elle va dire je vais concourir à sa place. Et en fait ce sont des épreuves pour tester en fait les capacités magiques en fonction de l'eau, du feu, de l'air, etc. Parce que vous avez toutes ces choses-là. Donc la plupart des gens n'ont qu'une affinité, donc soit avec l'eau, soit avec le feu, etc. Certaines 2, voire 3, mais c'est assez rare. Et elle va un jour, un prisonnier va arriver aussi, un nouveau prisonnier, et va faire la connaissance de ce jeune homme qui lui ment au début sur son identité, bien sûr. Et voilà, donc c'est une saga particulière, parce que vraiment le premier tome c'est un espèce de huis clos dans une prison, on n'en sort pas en fait de tout le roman. Donc c'est assez original à ce niveau là, donc j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est la première fois que je lis un young adult comme ça, en fantasy. Et puis vous avez un peu cette histoire de magie, donc en fonction des éléments, et
Et du coup, elle reçoit souvent elle reçoit souvent des messages de sa famille qui lui dit on va te sortir de là, tiens le coup, tiens le coup. Sauf que ça fait des années en fait qu'elle attend. Donc voilà, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'était hyper addictif. Donc là, j'ai lu le tome 3. Donc forcément, le tome 3 on est beaucoup plus loin que tout ça. Mais je peux pas vous en dire trop. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré le premier, le deuxième, troisième tome. C'est vraiment une trilogie que j'ai vraiment adoré. C'est un peu comme Steam Seller. C'est une trilogie Young Adult qui se lit hyper vite, qui est hyper addictive. Et voilà. Et donc là, j'ai vu que Lynette Noni avait sorti un roman plus contemporain qui va sortir au mois d'avril ou mai, en tout cas en VO. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un autre registre. Ensuite, là, je vais passer vite fait parce que j'en ai pas mal parlé en vlog. J'ai lu Cuchiel, donc le tome 2 et le tome 3, mais là, je vais plutôt mentionner le tome 2 que j'ai trouvé hyper prenant. Alors, ils font quasiment tous 800-900 pages, mais celui-là, je l'ai pas vu passer. Le 3, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur quand même, parce que je trouvais que pendant un moment, on n'avançait pas. Mais le tome 2, voilà, il était... je sais pas si je préfère le premier ou le deuxième tome, mais bon, comme le premier, je l'avais pas lu en 2024, je vais mentionner que le tome 2. Et donc Cuchiel de base... je voulais pas trop lire parce que ça parle d'une courtisane. Au début, je m'étais dit, c'est pas trop mon truc. Et en fait, c'est une jeune fille qui va être adoptée par alors je sais pas si c'est un comte ou un duc, je sais plus, et qui va l'entraîner en fait aux arts de l'espionnage, de la séduction, des choses comme ça en fait, pour en fait lui servir ses desseins et servir la cause qui lui tient à cœur en fait, et en fait il s'avère que c'est une c'est une fille très intelligente qui du coup par sa formation analyse tout, retient tout, elle est très réfléchie, elle agit jamais sous un coup de tête, elle est elle s'affirme de plus en plus, et c'est vrai qu'au début elle se forme aussi aux arts pour devenir courtisane tout simplement, donc cette partie là peut un peu déranger, mais c'est vraiment pas le cœur du roman, c'est vraiment autour de la politique de plus en plus, notamment par rapport aux pays voisins, à la prise de pouvoir, à la manipulation des hautes sphères, et puis il y a une prise de position et puis en fait je dis Cuchiel, mais en fait elle s'appelle pas du tout Cuchiel, hein. Cuchiel en fait c'est une sorte de dieu, vous avez une mythologie avec des dieux, et un peu je trouve qu'il se rapporte peut-être un petit peu à la religion chrétienne de temps en temps, mais c'est Phèdre en fait, je sais pas pourquoi je dis Cuchiel, elle s'appelle Phèdre, et voilà, et il se passe énormément de choses, alors dit comme ça donne pas envie, hein, mais allez voir mes vlogs, parce que les vlogs en fait j'ai lu le tome 2 et 3 je crois, et je vous donnais mon avis à chaud, donc c'était peut-être plus parlant et plus convaincant, mais honnêtement c'est une saga qu'il faut vraiment lire, parce que moi j'ai vraiment adoré. Il faut pas avoir peur des 900 pages, parce qu'honnêtement je les ai pas sentis passer, et c'est prenant, on s'attache vite au personnage, on a plusieurs fois des sueurs froides, hein, et voilà, c'est vraiment de la fantaisie, je dirais presque classique maintenant, à la hauteur de Robin Hobb, sauf que c'est pas du tout le même genre de fantaisie, parce que là on est plus la fantaisie politique on va dire, mais moi je trouve que ça a sa place au niveau des classiques de fantaisie. Ensuite je vais vous citer la cité, ça fait un peu redondant, mais bon bref, La Cité de Jade, donc de Fondalier. Donc La Cité de Jade, j'ai lu le premier et deuxième tome, là on est début janvier, je suis en train de lire le tome 3, donc je ne vous parlais que du tome 1 et 2. Donc La Cité de Jade, c'est un roman qui a été encensé dans la sphère anglophone. Il est arrivé en France il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus, et je comprends maintenant la hype. Là on parle d'un univers un peu, enfin pas un peu, mais d'inspiration asiatique, où on suit du coup sur une toute petite île, donc de Kekon, où c'est la seule île où on peut extraire du jade, une pierre du coup qui donne des capacités à ceux qui peuvent les porter, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas et qui deviennent fous s'ils les portent, donc pas tout le monde ne peut les porter, on va dire ça comme ça, et qui donne des capacités, donc on peut être plus rapide, durcir sa peau en fait pour les balles entre guillemets, on peut ressentir les émotions des gens, enfin plein de choses, et donc cette île est la seule, donc son commerce se fait principalement sur cette pierre, et donc on suit principalement les 2 clans les plus importants, donc le clan
des sensibles, et le clan de la montagne qui se voue une haine pas possible et qui sont en guerre depuis... voilà. Alors c'est pas souvent une guerre ouverte, de temps en temps il y a des conflits dans les rues, mais c'est souvent... Enfin c'est une guerre invisible. Et donc on suit principalement du coup le clan des sensibles, où on a le pilier qui est le grand frère. En fait, de base, le pilier c'était le grand-père, mais bon, il a laissé sa place en sachant que le papa est décédé. Et donc le grand frère est le pilier, donc le chef. La corne, donc c'est le bras droit, donc c'est le petit frère, et vous avez l'augure des saisons qui est un peu le conseiller au niveau commercial, social, etc. Et qui, là, je me souviens pas de son nom parce que c'est vraiment des noms, voilà, c'est pas des noms communs, quoi. Et vous avez la sœur en fait qui s'est exilée pendant 2 ans parce qu'en fait elle voulait rien avoir à faire avec les clans, en fait, avec la violence, etc. Donc elle est partie s'exiler pendant 2 ans et elle vient de revenir en fait dans le tome 1. Et donc voilà, donc forcément les relations avec le clan de la montagne commencent de plus en plus à se dégrader. Il y a des conflits entre eux forcément, et des conflits internes au sein de la famille parce que chacun a sa vision en fait de comment diriger le clan, qui est différente selon les personnes. Et vous avez aussi de plus en plus, surtout dans le tome 2, cette évolution vers l'international, entre guillemets, notamment par rapport à l'importation du jade, mais aussi à l'expansion commerciale, économique, etc. Vous avez plein de problématiques qui s'imposent, notamment sociales aussi, en plus de l'économie et du commerce, mais de l'investissement aussi. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que de plus en plus, on découvre que la guerre entre clans n'est pas forcément seulement basée sur la violence, mais sur tout le reste, en fait. Parce qu'on ne gagne pas forcément par des batailles, mais aussi voilà, en étant plus intelligent, quoi, entre guillemets. Et surtout, vous avez aussi ces personnages vraiment humains, avec beaucoup de fragilité, comment on appelle ça, avec ses faiblesses, voilà. Ils sont très forts aussi, mais ils ont beaucoup de faiblesses aussi, parce que c'est une question aussi d'honneur dans le clan, en fait. Il y a beaucoup cette question qui se pose, est-ce que l'honneur et le clan prime sur la famille ou inversement? Et c'est vrai que quand vous faites partie du clan, c'est à vie. Sinon, en gros, vous êtes plus là, quoi. Et en fait, vous avez aussi ce côté familial un peu... Enfin, cette famille qui est un peu brisée, en fait, qui ne s'entend pas... chacun a une vision vraiment différente du clan, de la façon de le gérer. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de distance et de tension entre eux, et voilà, tout ça rend parce que en plus des éléments du coup fantastiques, vous avez ces éléments politiques, économiques, commerciaux, sociaux, vous avez aussi ce côté familial, ce côté honneur par rapport au clan. Enfin, vous avez énormément de choses, et ce côté humain surtout, parce qu'on voit à chaque fois que même chaque décision en fait repose sur des sentiments, mais aussi sur un code d'honneur. Et voilà, moi j'ai mis 5 étoiles pour le premier, 5 étoiles pour le deuxième. Et honnêtement, je me régale avec le 3e tome. J'ai lu qu'une centaine de pages, parce qu'il fait quand même 900 pages, je crois, mais j'adore pour le moment. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je vous recommande. Alors même si vous n'êtes pas féru de fantasy, que vous n'en avez pas beaucoup lu, honnêtement, c'est pas complexe. Donc c'est juste que voilà, c'est assez dense au niveau de l'écriture, au niveau de l'intrigue, quoi. Mais sinon, au niveau éléments de fantasy, entre guillemets, parce que c'est plutôt de l'urban fantasy, je trouve pas que ce soit si complexe que ça, donc vous pouvez vous lancer. Ensuite, je vous parlerai brièvement de Yellowface de R.F. Kuang. Moi, vous savez que The Poppy War, c'est la trilogie, une de mes trilogies de fantasy préférées. Là, je suis très contente parce qu'en fait, de base, le premier tome a été édité chez Actes Sud. La suite n'a jamais vu le jour, et là, je crois que De Saxus a repris la main, donc vous aurez du coup, en même temps, c'est eux qui ont édité Babel et Yellowface. Donc moi je suis hyper contente que le public français, enfin en tout cas ceux qui ne lisent pas en VO, puissent découvrir cette saga parce qu'elle est énorme. Et donc là tout simplement j'ai lu Yellowface, qui est un contemporain donc vraiment différent de ses autres romans, et j'ai adoré parce que R.F. Kuang, de toute façon, dans tous ses romans, que ce soit de la fantasy ou là, elle dénonce beaucoup de choses, et là notamment l'appropriation culturelle, le racisme, la discrimination, l'aliénation des réseaux sociaux, notamment comment on appelle ça,
l'influence des réseaux sociaux qui est énorme à notre époque, et là on le voit d'ailleurs dans le roman parce que on parle aussi de harcèlement sur les réseaux. Ouais, elle dénonce beaucoup de choses et voilà, moi j'ai adoré. Alors c'était hyper prenant, ça change, mais c'était hyper prenant pour moi. En tout cas, j'aime beaucoup l'écriture de R.F. Kuang. Alors moi je la lis toujours en VO, même Babel, qui est un beau pavé hyper complexe, je l'ai lu en VO, parce que j'ai découvert avec The Poppy War en VO, et je préfère lire la plume originelle, en fait, tout simplement parce que je le peux. Mais voilà, si vous pouvez lire la traduction qui sortira, je crois, cette année, n'hésitez pas. Pour The Poppy War, mais Yellowface est déjà sorti, donc c'est dans la collection Ellipsis, je crois, chez De Saxus. Donc, ouais, vous lancez-vous, franchement. R.F. Kuang, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Je me jette. Et d'ailleurs, il y a un roman qui va sortir en 2025 qui s'appelle Catabasis, je crois. Et je vais me le jeter dessus, alors je ne sais même pas de quoi ça parle. Ensuite, c'est pareil, je vais aller rapidement, mais j'ai lu Oathbringer, donc c'est le tome 3 de The Stormlight Archive de Brandon Sanderson. Donc, c'est Les Archives de Rochard, le tome 3. En sachant qu'en France, tous les tomes sont divisés par 2, donc là c'est le tome 3, j'ai aussi lu le tome 4, mais j'ai préféré quand même le tome 3, je crois. Et en fait, je peux pas vous en parler, parce qu'en plus, un tome, c'est 1000 pages, quoi, donc allez voir le résumé, mais en tout cas, je pense que vous avez déjà entendu parler des Archives de Rochard, et le 5 vient de sortir en VO. Alors moi, je les ai en VO dans la très belle collection de chez... Est-ce que c'est Thor? Je sais plus, Thor Books ou Do Books, je ne sais plus, bref, et avec des super illustrations dedans. Et allez voir le résumé. Honnêtement, ça c'est une saga, je pourrais pas vous le résumer parce que je ferais du tort à cette saga en essayant de résumer l'histoire, mais ouais, ça va crescendo et ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, on rencontre de plus en plus de personnages, donc c'est assez complexe, je dirais. Je pense que c'est pas pour les novices en matière de fantasy, mais une fois que vous serez rodé, je pense que vous pouvez vous jeter dessus. Et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Et en fait, c'est le premier arc, parce que les Archives de Rochard, vous avez 5 tomes là, mais en fait, c'est le premier arc, et après, vous en aurez un second. Mais voilà, moi, j'ai adoré. Ensuite, pour changer, j'ai lu les 7 Marie d'Evelyne Hugo, donc chez Hauteville, donc de Taylor Jenkins Reid. J'avais déjà lu Daisy Jones and the Six, donc sur le groupe qui se fait interviewer, et de musique dans les années 60, je crois. Et là, donc on suit Evelyn Hugo qui a maintenant 80 ans, je crois, et qui en fait fait appel à une journaliste en particulier. Elle dit: je ne veux qu'elle pour lui raconter ma vie, mes secrets, etc. Et on ne sait pas pourquoi elle l'a choisi elle, et en fait elle va raconter un peu sa vie, tous ses mariages, les dessous de l'âge d'or du cinéma, parce qu'en fait on parle de l'âge d'or du cinéma, mais en fait au-dessus de ça, vous avez plein de choses négatives, notamment par rapport aux femmes, en fait. Elles sont sous-payées, elles sont exploitées, forcément il y a des histoires de harcèlement, de sacrifices surtout, voilà, il y a énormément de choses, et je trouve que Taylor Jenkins Reid dépeint très bien en fait toutes ces facettes de l'humanité, où en fait on fait tout pour atteindre le haut en fait, et quitte à faire des sacrifices un peu ouais, alors pour moi ce serait insurmontable, mais voilà, pour certaines personnes. Et du coup à ce niveau là, je trouve qu'Evelyn Hugo dans le roman est une femme très forte et indépendante, et en fait elle sort des normes, elle n'hésite pas à s'affirmer. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré ce roman. Je vous conseille vraiment celui-ci en particulier. Je vais lire d'autres romans de Taylor Jenkins Reid, mais honnêtement celui-ci m'a beaucoup marqué, et surtout je trouve que ça véhicule de beaux messages sur du coup s'affirmer et la place de la femme en fait, tout simplement. Ensuite, je ne vais vous parler que de fantasy, il n'y a pas beaucoup de romans contemporains, et donc j'ai lu du coup Iron Flame de Rebecca Yarros, donc la suite de Fourth Wing. Alors j'avais adoré, j'ai mis les 5 étoiles pour les deux. Je sais que beaucoup ont dit que Iron Flame était beaucoup plus lent et que c'était moins intéressant, mais moi honnêtement j'ai pas trouvé le temps long. J'ai adoré, moi j'ai lu les 2 tomes en VO. Et alors c'est sûr qu'on parle sur toute autre chose, parce que dans le premier tome on suit Violette qui devait devenir scribe, mais que sa mère, qui est la grande commandante en chef, va finalement mettre dans l'escadron des Dragon Rider, donc des dragonniers, et en fait au début elle doit passer des épreuves en fait assez mortelles, en fait, par exemple traverser un parapet au-dessus du vide, c'est la première épreuve, donc en gros si vous tombez vous mourrez, et vous intégrez pas l'escadron. Et après il y a les dragons qui doivent vous choisir, mais en fait il se peut qu'il n'y ait aucun dragon qui vous choisisse, et puis il y en a même qui peuvent vous cramer sur place. Donc voilà, le début est assez dangereux pour Violette, et en fait Violette est décrite comme une fille assez fragile, assez frêle, assez menue, et qui n'a
aucun sens du combat, de la défense, etc. Puisqu'elle était destinée, elle a fait des études de scribe en fait pour être comme son père. Et voilà, donc forcément, donc toute la première année, toute la première roman se déroule en fait dans l'école où elle suit ses cours, il y a des épreuves, voilà pour du coup à la fin devenir dragonnier. Et dans le deuxième tome, on suit une toute autre direction où on va plutôt s'orienter vers du coup l'expansion vers l'extérieur parce qu'ils sont en conflit avec un autre état qui là n'utilise pas des dragonniers mais des griffons, je crois, et donc ils sont en guerre et en fait ils sont en permanence en vigilance en fait, et on est plus voilà dans ce côté là dans le tome 2, donc ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi. Et on voit aussi qu'il y a des choses qui se préparent, voilà, donc j'en dirai pas plus. Le tome 3 sort là en janvier en VO, mais j'ai vraiment hâte de connaître la suite, parce que la fin c'était vraiment quand même épique, hein. Vous avez des combats à d'autres dragons, etc. Et ouais, c'était vraiment hyper intéressant, et puis vous avez des révélations en fait sur le gouvernement, forcément qui cache des choses du coup aux étudiants, et voilà, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu assez récemment Five Broken Blades de Mike Orland, qui est un premier tome de saga avec d'inspiration coréenne, je crois. Et d'ailleurs, je viens de voir il y a quelques jours qu'il va sortir chez Olympe. Donc, d'ailleurs, il va ressembler beaucoup à la version, à la première version du roman, donc avec la couverture rouge et le jaspage rouge avec des dessins et tout dessus, donc très très beau, et je vous recommande vraiment parce que là on va suivre en fait donc Five Broken Blades, c'est l'histoire de 6 personnes, alors 6 personnes qui vont toutes se rencontrer pour avoir un objectif commun, c'est tuer le dieu, le roi dieu Jun, donc le roi du pays, qui vide les caisses du royaume, qui laisse les pauvres dans la pauvreté, qui laisse les riches être riches en fait tout simplement, et qui voilà ce genre de roi là quoi. Et donc vous avez plusieurs personnages, et en fait le 6e c'est la personne qui va fédérer ces personnes et qui va les appeler justement pour cette mission, et c'est vraiment des personnages différents. Vous avez une jeune femme qui est une tueuse, et en fait elle, pourquoi elle accepte en fait parce qu'en fait si elle accepte cette mission, celui qui les a en esclavage lui promet de libérer sa sœur. Vous avez aussi un hitman, vous avez et donc celui qui les fédère c'est le spy master, vous avez une voleuse, vous avez l'autre et un prince déchu aussi en fait, qui a été exilé parce qu'il a tué des gens, et au fur et à mesure forcément on va connaître, parce qu'on en a chacun de leur point de vue, on va connaître leur histoire avant du coup cette rencontre avec pour être engagé, et jusqu'au moment où ils doivent accomplir leur mission. Alors de base sur le pitch, tout le monde disait que ça ressemblait un peu à Six of Crows, mais en fait je ne vois aucun point commun à part le fait que vous avez des personnages d'horizons différents et qui ne se connaissent pas et qui vont devoir s'allier pour faire une mission commune. Mais en fait à part ça je vois vraiment pas de point commun, que ce soit au niveau de la mythologie, au niveau des personnages, du world building, enfin j'ai l'impression que dès qu'il y a c'est pareil que à chaque fois quand vous avez par exemple des épreuves, on compare souvent du coup à Hunger Games, etc. Mais je pense qu'il faut arrêter de cataloguer des livres en fait pour donner envie aux gens en fait de se lancer dans ces romans, parce qu'il y en a justement qui peuvent être déçus. Alors moi j'ai pas été déçue parce que moi j'ai adoré ce roman, et d'ailleurs j'ai déjà précommandé le tome 2 qui sort et qui est plus orangé mais qui est très très beau aussi. Et voilà, et puis vous avez forcément cette connotation de culture coréenne, que ce soit au niveau des noms, des coutumes, des traditions, etc. Et que j'ai adoré, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai rien à dire de plus, mais alors il y a 2 personnages qui m'ont un peu, la romance c'était un peu cringe et un peu too much et un peu venu nulle part, mais sinon je trouve qu'il y a 2-3 personnages qui ont vraiment beaucoup de profondeur et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai découvert et j'ai lu les 4 tomes en 2024, c'est le Lys de Feu, donc de Jacqueline Benson chez Rivka. Alors je sais pas, pourtant vu que les 4 tomes sont sortis, ça fait un moment qu'elle est sortie, mais je sais pas pourquoi je me suis pas penchée dessus avant, sachant que j'étais en train déjà de lire Gods of Men de cette maison d'édition, et j'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais adoré, et cette année je me suis dit je veux lire les 4 d'un coup vu qu'ils sont tous sortis, et j'ai adoré. Donc en fait on va suivre Lily Albright, c'est ça, qui en fait
est la fille illégitime d'un comte. Parce que sa mère était actrice ou quelque chose comme ça, ou chanteuse, et elle a eu une liaison avec le comte, sauf que bon, elle est illégitime, et en fait elle a le don de voir le futur, mais en fait des scènes, en fait des fois qu'elle ne peut pas reconstituer de manière nette et précise, mais surtout sur des sorts funestes, et elle a appris que en fait, peu importe ce qu'elle essayait de faire, elle n'arrivait jamais à interrompre le processus, jusqu'au jour où elle a une vision de son amie, qui est elle dans la divination et qui va se faire tuer. Et là elle se dit là c'est pas possible, il faut vraiment que je l'en empêche, et elle va se faire aider d'un baron, Lord Strangford, qui est assez mystérieux au départ, mais on va finir par le découvrir sa personnalité forcément au fur et à mesure. Il y aura une romance, c'est assez prévisible, mais voilà, vous avez fait tout ça, et en fait tout ça se passe en 1914 si je dis pas de bêtises, donc la guerre va bientôt commencer, et au fur et à mesure des tomes on sera en plein dedans aussi, et c'est ça qui est pas intéressant, c'est le contexte aussi, parce que souvent dans les romans d'urban fantasy ou de fantasy, il n'y a pas du coup là c'est de l'urban fantasy, mais il n'y a pas ce côté, souvent c'est à notre époque. Donc c'est vrai qu'en pleine guerre mondiale, c'est assez original, et j'ai trouvé que ça amenait beaucoup de profondeur au niveau de la psychologie des personnages, parce que vous avez tout ce côté guerre, donc forcément les morts, la peur, etc. Et Lily en fait va rencontrer une personne qui a une sorte de refuge, et elle va apprendre qu'elle n'est pas la seule à avoir des pouvoirs, parce qu'elle a toujours cru qu'elle était la seule, et ces personnes sont appelées des charismatiques, et en fait il y a plein de pouvoirs différents. Il y a une personne qui peut parler aux animaux, il y a une personne qui peut voir les maladies, enfin plein de choses différentes. Et aussi ce que j'ai adoré, c'est ce côté found family, voilà, beaucoup de personnages qui vont se rencontrer et qui vont en fait finalement risquer leur vie chacun pour les autres, et c'est pas très français, mais vous m'avez comprise. Et voilà, j'ai adoré, c'est de A à Z, du tome 1 au tome 4, en sachant que forcément elle va essayer d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs, à commander même ses pouvoirs entre guillemets, pour anticiper les choses, et ouais, j'ai tout simplement adoré, donc je vous conseille vraiment cette saga. Ensuite, justement comme je parlais de Rivka, j'ai lu le 3e et dernier tome de Gods of Men. J'avais lu le premier et le deuxième à leur sortie. Le 3e tome je l'avais acheté, c'est ma chienne qui éternue, je l'avais acheté à sa sortie, sauf que ma chienne me l'a bouffé, et en fait si vous, à force de me suivre, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que si c'est pas dans ma palle, j'oublie que j'ai des sagas en cours, et en fait forcément j'ai fini par oublier, et 2 ans se sont passés et j'ai oublié que j'avais le tome 3 à lire, donc je l'ai acheté cette année, en 2024, et j'ai adoré cette fin. Voilà. Alors heureusement par contre qu'il y avait un résumé spoilant au début, parce que vu que ça faisait 2 ans que j'avais lu le tome 2, j'avais très peu de souvenirs. Enfin, j'ai une très très bonne mémoire du tome 1, mais le tome 2, j'avoue, j'avais aucun souvenir de la fin en fait, donc j'aurais pas pu continuer comme ça, et heureusement qu'il y avait un résumé spoilant au début, et ouais, j'ai adoré quoi. Vous avez en fait Imari, donc, qui est la fille du... comment on appelle ça, le tsar, enfin, c'est pas le tsar de Russie, hein, c'est... Non, est-ce que c'est tsar ou... Bref, comme un roi, quoi. Et en fait, elle a un don avec la musique, en fait, c'est son pouvoir. Elle peut faire des choses avec par rapport aux notes, aux vibrations, etc. Et un jour, elle va utiliser son pouvoir en étant petite, petit enfant, et sans faire exprès, elle va tuer sa petite sœur, je crois. Et du coup, elle va être exilée dans les Landes, à l'autre bout du monde, par son père, voilà. Et donc, elle va grandir comme ça, et elle va se faire appeler autrement pendant tout le premier tome, parce que du coup, elle a pris une autre identité, etc. Et en fait, c'est un pays qui... est en relation, comme dans toutes les fantaisies, en relation assez fragile avec un autre pays. Enfin, je dis pays, mais c'est peut-être pas un pays, c'est peut-être un royaume, ou même pas, je sais pas. Mais et elle va rencontrer du coup un chasseur qui s'appelle... J'avoue que j'ai oublié son nom. J'ai lu il y a pas longtemps pourtant. Et donc une sorte de chasseur avec son groupe en fait. Donc lui, on l'appelle le loup, le grand loup, ou quelque chose comme ça, donc on l'appelle son groupe la meute, et ils sont assez solitaires, et on va découvrir ce qu'il fait là, qui il est, et forcément voilà, une relation va se créer. C'est pareil, là vous avez aussi une famille, mais très grande famille qui va se créer, et ouais, j'ai adoré. Et puis vous avez cette magie surtout dans le premier tome on ne voit pas trop, mais je trouve qu'au fur et à mesure qu'on avance on voit beaucoup plus cette magie liée à la musique et aux dieux.
forcément ça s'appelle Gods of Men. Et en fait de base dans la mythologie vous avez des dieux qui font la guerre, hein, comme d'habitude, et il y en a qui vont, il y en a un d'ailleurs qui va créer des personnes un peu spéciales et qui ont des pouvoirs, etc. Donc un peu leurs généraux, quoi. Et donc, puis toute cette mythologie s'est évanouie au fur et à mesure parce que les dieux sont morts, etc. Et forcément, cette magie va revenir. Il y en a qui vont vouloir s'approprier cette magie, etc. J'ai trouvé ça hyper original. Et puis vous avez cette confrontation entre du coup le pays d'Imari où il fait très chaud, c'est un peu le désert, et le pays de je ne sais plus son nom, qui est très froid et en fait il faut se couvrir, c'est un peu les Vikings, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai tout simplement adoré. Le premier, deuxième tome, j'ai eu un gros coup de cœur. Le troisième aussi. Bien que j'ai trouvé que la relation entre Imari et ce jeune homme, je suis désolée, je ne me souviens même plus de son nom, m'agaçait parfois dans le tome 3. Voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que voilà, par rapport à l'intrigue, à la politique, aux alliances entre les royaumes, etc., c'était hyper bien fait. Et c'est vrai que d'ailleurs, j'avais regardé une vidéo de Lucie, donc il n'y a pas longtemps, donc Lucie qui a lu le tome 3 aussi récemment. Moi, j'ai lu en décembre, je crois. Et en fait, on disait que c'était c'était assez sombre et complexe pour du young adult, parce qu'en fait, les personnages sont assez jeunes. Donc, je crois qu'Imari a 17 ou 18 ans quand ça commence. Donc, effectivement, c'est catégorisé young adult. Il n'y a pas de scène de smut, il n'y a rien du tout. Mais c'est vrai que l'univers est hyper complexe. Et je me dis, est-ce que des jeunes lecteurs pourraient comprendre? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment une série que je vous recommande. En plus, les éditions Rivka font des romans au niveau éditorial. Moi, je trouve ça fou, en fait, par rapport au prix du livre. Et bien que cette année, ils ont énoncé quelques euros d'augmentation, et ce qui est normal avec ce qui se passe, l'augmentation du papier, etc. Mais c'est vrai que les reliés là, de Gods of Men, ils étaient à 18 euros. Donc bon, il n'y a pas de jaspage, etc., mais il y a quand même des illustrations. Et même si le hardback est simple, je trouve que c'est quand même... voilà, je ne vais pas jeter la pierre sur d'autres maisons d'édition parce que je les achète aussi, mais voilà, c'est pour vous dire. Et est-ce que c'est tout dans ma liste? Je vérifie quand même. Et oui, juste j'ai fait une relecture du coup de Anima, j'aimerais vous en parler. C'est un roman en auto-édition de Marie Sarah, donc moi que j'ai découvert en 2018 quand elle avait sorti pour la première fois. Et là il a été réécrit, réédité avec des nouvelles couvertures, quelques chapitres en plus, etc. Et donc là je l'ai reçu en service de presse, donc avec une box, et... j'avais eu un coup de cœur en 2018, c'est pareil cette année. Enfin, quand je dis cette année, c'était en 2024, puisqu'on est début 2025. Et en fait, on parle d'une... En fait, c'est vraiment très spirituel parce que pas chaque génération, mais souvent, vous avez des élus qui sont choisis donc, pour aller chercher leur anima, donc leur moitié. En fait, on dit qu'un esprit est divisé en deux. Une moitié chez un humain et une autre chez un animal quelconque, et en fait il doit partir à la recherche de son anima, sinon il se sentira incomplet toute sa vie. Et donc voilà, vous avez ce côté spirituel, ce côté maternel aussi, parce qu'on va suivre du coup Soria qui est maman de 2 enfants, et ces 2 enfants vont être appelés à passer les épreuves justement des élus pour aller chercher leur anima, et c'est une quête périlleuse parce qu'on peut en mourir aussi, donc forcément elle est très anxieuse, et il y a son côté maternel qui ressort, et elle en fait elle fait partie de la quête des animaux légendaires, et en fait les 5 personnes qui étaient dans sa quête avec elle, en fait leur anima c'était des dragons, donc autant vous dire que je suis joie. et en fait là le truc c'est que là c'est la quête des uniques, donc en fait on ne sait pas sur quel animal cette génération va tomber en fait est-ce que c'est très français ce que je viens de dire? Bref, donc en fait personne ne sait en fait quel animal là sera dédié à cette génération, et voilà pourquoi elle s'appelle la quête des uniques. Et voilà, donc forcément vous avez de la magie avec les dragons, avec des animaux légendaires, et puis vous avez ce côté très spirituel avec du coup cet esprit scindé en deux, et en fait même les enfants se disent je me sens incomplet en fait. Et vous avez aussi une autre intrigue en parallèle dont je vous parlerai pas parce que ça spoilerait peut-être, mais honnêtement j'ai adoré.
Ça m'a beaucoup parlé déjà en tant que... Parce qu'en fait, en 2018, ma fille n'avait qu'1 an. Et ça m'a beaucoup parlé niveau maternité, ce côté maternel très protecteur, pardon. Parce qu'en fait, au début, elle ne veut pas les laisser partir, forcément, parce qu'elle a peur pour eux, elle a peur de ce qu'ils vont découvrir, du danger qui les guette. Et ouais, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé, surtout que l'autrice Marie-Sarah, on parle beaucoup depuis... depuis 2018, enfin 2017 ou 2018, je sais plus. Et c'est vrai qu'on a un peu la même façon de penser à ce niveau-là et qu'on est très très liés spirituellement, j'ai envie de dire, parce qu'on a un peu les mêmes idéaux. Je sais pas comment dire. Bref, en tout cas, elle est hyper adorable et elle est très douce et hyper gentille. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que là, c'est vraiment introductif, ce qui est normal parce que c'est un premier tome. Et de base, en fait, elle avait écrit plus jeunesse et en fait, là, elle a tout réécrit pour que ce soit plus young adult. Et il a quand même reçu un prix pour la littérature indépendante, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi, je vous recommande vraiment. Alors après, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais moi, honnêtement, ça m'a beaucoup parlé. Donc, ouais. Voilà, sur ce, c'est tout. Cette vidéo est très très longue, je suis désolée. Il y a des romans sur lesquels je suis passée très vite parce que c'est des tomes 3 ou, voilà, ou des sagas entières. Et il y en a où j'ai voilà, parlé pendant très très longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils font partie de votre PAL ou de votre wishlist, s'ils vous font envie. Et surtout qu'il y en a beaucoup là en VO qui vont sortir en français cette année, donc j'ai vraiment hâte. Et surtout que les gens découvrent notamment Five Broken Blades et The Poppy War. Mais The Poppy War, honnêtement, si vous le lisez quand il sortira cette année, venez me voir et venez m'en parler. Parce qu'il y a tellement peu de gens, parce que comme c'est de la fantasy hyper complexe, que ce soit au niveau de l'écriture, parce que R.F. Kuang, elle a une écriture quand même assez complexe et très belle, mais très complexe, l'univers est très dense, très riche, le système de magie, la politique, tout est complexe, donc je peux comprendre que beaucoup n'aient pas insisté, n'aient pas voulu le lire en VO, ce qui est normal, mais là, vu qu'il va sortir en VF, et en plus, du coup, comme c'est sur ça que je voulais en venir, c'est que du coup, peu de personnes l'ont lu, et j'ai peu de personnes avec qui échanger sur cette saga, et ce qui est très très dommage, donc je n'ai échangé que sur le premier tome la plupart du temps, parce que les gens ont lu le premier tome en français. Mais là, s'il vous plaît, venez me voir si jamais vous lisez ou vous allez lire, etc. Parce que j'aimerais beaucoup échanger. J'ai un peu ce manque, en fait, d'une de mes fantaisies préférées où, en fait, je peux pas en parler parce que peu de personnes l'ont lu. Donc voilà. N'hésitez pas à venir me voir, me parler de vos lectures, de vos meilleures lectures. Faites-moi un top 3 dans les commentaires de vos meilleures lectures si vous y arrivez. Moi, en tout cas, j'y arriverai pas. Mais essayez quand même. Et sinon, mettez-moi un petit emoji pile de livres. Voilà, pile de livres pour le commentaire si jamais vous ne savez pas quoi écrire. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.